Bienvenue dans What the Code, le podcast de YouNup qui pose des questions au monde du dev et de l'IT. Dans chaque épisode, retrouvez un expert qui viendra discuter avec moi autour d'un thème choisi. Aujourd'hui, je reçois Denis Souron, lead front-end chez YouNup. Vous écoutez What the Code épisode 4. Angular est-il has-been ? Bonjour Denis, comment vas-tu ? Bonjour Benjamin, ça va très très bien et toi ? Très bien, et on va commencer par une question assez simple en apparence. C'est quoi Angular pour toi ? Eh ben Angular, pour moi, et même pour pas mal de gens, je pense que c'est un framework front-end assez connu. Donc on est là pour apporter des outils, un cadre aussi de développement d'une application front-end, des plateformes web comme du e-commerce, des sites vitrines et des choses comme ça. Mais aussi des applications de gestion qui seront utilisées en interne, gérer les systèmes de paie, gérer les salariés, gérer notre organisation, notre administration, etc., etc. Aujourd'hui, on a aussi d'autres frameworks qui sont assez connus, comme Vue et React. Pour toi, comment il se place par rapport à ces deux autres ? Déjà, en fait, il a une position qui est assumée sur vraiment l'aspect complet du framework. Là où React, en fait, c'est très orienté sur uniquement du rendu. On a aussi Next qui est construit par-dessus React et qui, du coup, ressemble plus à l'équivalent d'Angular en termes de framework. Et Vue aussi, Vue, c'est un peu particulier parce qu'on a une base qui est très simple. Et puis après, on peut composer soit avec des éléments qui sont aussi de Vue, soit avec des librairies externes. Donc là, en fait, on a un jeu, soit on agrandit notre framework, soit on combine nous-mêmes les différentes solutions. Je pense notamment à la gestion des états, gestion du routage, est-ce qu'on fait de la génération côté serveur, etc., etc. Et du coup, Angular, ça se positionne comme une solution très complète, très clivante aussi. Donc très vite, ils ont imposé le choix de TypeScript. Dès le début, en fait, on avait beaucoup de choses qui étaient contraintes, notamment comment on fait du routage, comment on gère des états, etc., etc. Donc en fait, on a d'un côté moins de liberté, mais d'un autre côté plus de cadre, et donc du coup plus de normalisation, ce qui fait que en fait, quand on passe d'un projet Angular à un autre, ils se ressemblent beaucoup parce que les conventions sont très fortes, avec une partie qui est imposée vraiment par le cadre, et une autre partie qui est plus incitée par les style guides et tout ça, où ils renforcent aussi ce côté un peu identique entre les projets. Et Angular aussi a aujourd'hui un peu de passif, puisque la version 2 d'Angular a été release le 14 septembre 2016, et avant on avait AngularJS. D'ailleurs pour ça, au tout départ il y a eu un amalgame entre AngularJS, AngularJS 2, Angular 2, c'est pour ça on commence en version 2. Il n'y a pas eu de version 3 d'Angular, et ensuite on enchaînait Angular 4 jusqu'à aujourd'hui Angular 14 début juin 2022. Alors aujourd'hui on voit surtout, justement c'est pour ça, d'où ma question sur React et Vue, on voit beaucoup d'avancées du côté de ces deux frameworks, notamment avec ce dont tu parlais avec Next et le penchant côté Vue Next. Aujourd'hui, on a Angular qui véhicule une image de framework lourd et vieillissant, puisque, comme je l'ai dit précédemment, on parlait d'AngularJS auparavant, et c'est la fameuse première version d'Angular. Alors, est-ce que pour toi, aujourd'hui, Angular est à la traîne par rapport aux autres au niveau de ses avancées ? Alors d'abord, j'aimerais juste revenir sur la petite formulation de framework vieillissant, parce que justement, c'est une étiquette qu'on peut lui coller, alors que en fait, c'est plutôt qu'il y a une philosophie assez marquée sur éviter les breaking change, ce qui fait qu'au final, quand on apprend les fondamentaux d'Angular avec l'étape de tutoriel d'Angular 2, au final, c'est à peu de choses près la même chose en Angular 14 aujourd'hui. Et donc en fait on a passé 12 versions, et pour autant les fondamentaux s'écrivent à peu près de la même manière. Okay. Et qui facilite aussi les migrations et l'intégration des différents concepts, en fait, parce que comme on a un framework qui est assez imposant, et en fait les concepts c'est utilisable du début jusqu'à la fin avec les mêmes syntaxes, c'est plus appréciable. Mais si on en revient à la question initiale de est-ce que Angular est à la traîne ? Globalement, je pense pas, mais il y a quand même certains sujets où en fait on aimerait avoir des améliorations, notamment au final au niveau des bundlers,
Je pense particulièrement à Vite. Et en fait, ça montre aussi peut-être un des problèmes un peu plus global au niveau d'Angular, c'est qu'il est un peu tout seul dans son coin. Là où, si on fait du React, du Vue, du Svelte, on a des outils qui font partie de l'écosystème et qui peuvent s'appliquer à plusieurs frameworks. Là où, en fait, avec Angular, il y a toute une partie qui n'est pas laissée aux développeurs et donc du coup, en fait, on ne peut pas en profiter. Et je pense à Vue.js qui permet d'avoir un bundle qui est très rapide, au moins pour la partie serveur de développement. Ce bundler, on peut l'utiliser sur React, on peut l'utiliser sur Vue, mais en fait, Angular, on ne l'a pas, quoi. Et pour le mettre en place, on n'a rien et on n'a même pas la possibilité de brancher des choses. Et ça, c'est un peu un feedback global au niveau d'Angular, c'est que si on veut brancher des trucs qui viennent d'émerger, en fait, on peut pas. Et donc, en fait, on a quand même des petites améliorations au niveau du build, parce qu'on a des petits bouts de ES-Build qui sont rajoutés au fur et à mesure. Donc ES-Build, juste pour préciser, c'est une méthode de build qui se base sur les ES modules et qui est le fonctionnement de base de Vite. En fait, Vite repose entièrement sur ES-Build pour avoir des performances de packaging très très performantes. Il existe des plugins pour Webpack qui se branchent sur de l'ES-Build et donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure on intègre de l'ES-Build dans le bundle Angular, quoi. Mais ça arrive très doucement et je pense que là-dessus, en fait, rien que le fait qu'on puisse pas changer facilement, ça freine la progression, quoi. Angular a souvent été décrié pour son manque de performance et notamment au niveau du rendu des templates. Avec la version 8, ils introduisent un nouveau concept du nom d'Ivy. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le sujet, Denis ? Alors Ivy, c'est un compilateur de templates. C'est un moteur qui va analyser, entre autres, ces templates HTML pour les transformer en fonction de JS qui vont générer du HTML. Et le fait d'avoir créé Ivy, donc un nouveau moteur, ça a permis à l'équipe Angular de reprendre la main sur pas mal de choses avec tout le recul qu'ils ont eu au travers des années et notamment la performance, l'approche de la compilation. Avant, en serveur de développement, en fait, on faisait de la compilation donc just in time, donc en gros au dernier moment, c'est-à-dire qu'on compile le minimum possible côté Node. Après, la fin de la compilation presque se termine dans le navigateur. Et avec Ivy, on fait systématiquement donc de la compilation AOT, donc en avance sur le temps. Donc en gros, c'est juste qu'on compile toute l'application, donc comme le mode de production, mais on a ça aussi dès le mode de développement. Et donc cette compilation, elle nous permet aussi de faire des vérifications de typage plus élevées, des vérifications de syntaxique plus élevées. Et grâce à ces analyses en fait plus poussées, on peut aussi faire des optimisations plus poussées, parce qu'on comprend mieux en fait le code qui est compilé. Effectivement, et je rajouterais juste une petite chose sur le Git justement. Le compilateur était embarqué dans le navigateur. Et là où c'était intéressant justement, comme tu l'as dit avec l'AOT, c'est que le rendu était optimal et le bundle était ultra réduit à ce dont on avait vraiment besoin. Angular véhicule un peu cette image de framework lourd all-in-one, justement, où on va avoir très peu de modularité finalement, en tout cas en apparence du framework. Aujourd'hui, on parle beaucoup de micro-front-end. Alors, c'est quoi le micro-front-end ? C'est le fait d'avoir une application web front-end et de la diviser en un ensemble d'applications indépendantes, tant au niveau du cycle de vie, de la complexité ou de la technologie, par exemple. On peut très bien avoir un bout d'Angular qui réagit avec du React ou même avec du Vanilla.js et qui ensuite cohabitent et communiquent ensemble. Est-ce qu'avec Angular, on peut en faire aujourd'hui ? Si oui, comment du coup, Denis ? Tout seul, on ne peut pas faire de micro-front-end encore en Angular. Donc c'est des choses qui sont prévues, mais pour l'instant, on ne peut pas. Par contre, construire un micro-front-end avec que de l'Angular, au final, on peut en faire depuis Angular 6 à peu près. Je dis à peu près parce que dans la description que tu as donnée, il y a aussi une notion qui est importante, c'est pouvoir packager et livrer certaines applications sans les autres. La technique qui nous permet d'avoir entre guillemets des micro-front-end depuis Angular 6, c'est en utilisant la notion de workspace qui a été ajoutée dans le compilateur d'Angular. Et donc du coup, on va pouvoir décrire plusieurs projets. Certains de ces projets seront des applications et d'autres seront des librairies. Mais sauf que cette solution-là, elle n'embarque pas un élément qui est clé, qui est le versionnement de ces applications et le versionnement de ces librairies. Et donc sans cette étape-là, on peut avoir des soucis à livrer indépendamment des applications. Ok, et avec Angular, comment ça va se passer pour construire ce micro-front-end ? En fait, on utilise les workspaces, donc on va décrire nos applications, nos librairies.
En fait, au lieu de charger un module en lazy loading, en fait, vous allez remplacer ça par une application directement. Et donc, en fait, comment vous allez construire votre application? Vous allez faire un shell, donc qui sera une coquille pour toute votre application. Et ensuite, dans votre système de routage, au lieu de résoudre des pages ou des morceaux de pages avec du routage Angular, en fait, vous allez remplacer ces ng modules par des applications entières. Et donc, du coup, vous pouvez faire en quelque sorte du micro-front-end uniquement en Angular. Donc ça, c'est depuis Angular 6, donc c'est depuis 2018, si je ne me trompe pas. Sachant que, en fait, même depuis les premières versions d'Angular, ils ont très axé la construction du code sous forme de bundle qu'on va pouvoir lazy loader. Donc chaque page, par exemple, on peut construire un bundle qui est lazy loadé. Donc quand on accède sur la page d'accueil, en fait, on n'a pas le contenu des pages d'à côté. Donc ça, déjà, ça permet aussi de séparer le contenu. Et l'avantage aussi d'Angular, c'est qu'en fait, ils ont pris le parti pris de faire du code modulaire dès le début. Et les ng modules, justement, c'est une approche qui est vachement importante parce que ça nous permet de construire des modules, donc de construire une architecture modulaire. Et c'est un des prérequis pour faire du micro-front-end. Parce que si on n'a pas des modules, donc après ça peut se transformer en librairie, mais si on n'a pas de modules, en fait on ne peut pas construire nos applications en réutilisant ces modules. D'accord. Ou alors on va faire beaucoup de duplications ou beaucoup de choses comme ça. Donc en fait, typiquement, un des exemples que j'aime bien citer pour le micro-front-end, en fait vous allez avoir plusieurs applications qui représentent un certain nombre de pages, mais imaginez que vous ayez de la gestion d'utilisateurs entre ces applications, là ça va être un code commun. Parce que sinon, en fait, vous n'allez pas vous en sortir entre les duplications, etc., etc. Donc vous allez faire une librairie commune à ces différentes applications qui est là pour gérer vos utilisateurs. Donc est-ce qu'ils sont connectés, quelles sont les informations que vous avez sur l'utilisateur, le prénom, le nom, son adresse, etc., suivant votre métier au final. Dès aujourd'hui, même si vous ne faites pas de micro-front-end, vous pouvez déjà découper le contenu de la gestion d'utilisateur dans un ng module qui est utilisé au travers de toutes vos pages, et même après faire une librairie si vous voulez. Mais l'avantage de ça, c'est qu'en fait, depuis Angular 2, vous pouvez faire une application qui est micro-front-end ready. D'accord. Donc depuis assez longtemps finalement. Depuis le début. Et en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que le micro-front-end, ça peut avoir des coûts qui sont élevés, notamment sur le versionnement des librairies, les déploiements indépendants, etc. Parce que si je reprends mes utilisateurs, comment ça se passe si je fais un changement qui est breaking sur ma gestion des utilisateurs sur une partie, sur une application? En fait, il faut que les autres puissent continuer aussi à gérer alors que, en fait, il y a eu un changement majeur Bien sûr. sur les utilisateurs. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses, en fait, c'est des concepts assez importants. Il y a beaucoup de hype en ce moment sur le micro-front-end, mais en fait, il y a déjà pas mal de choses en prérequis qui sont en place depuis le début au niveau d'Angular. Donc ça, c'est un truc plutôt cool, je trouve. Là, on a parlé beaucoup de l'état de l'art d'Angular aujourd'hui. Est-ce que tu as des features que tu attends le plus, qui sont peut-être prévues déjà dans la roadmap d'Angular? Particulièrement, ouais, tout ce qui est performance, mais vraiment poussé au maximum. Je repense encore une fois au framework Quick où en fait on livre que du HTML quasiment. Et on voit qu'il y a des travaux au niveau du SSR qui sont faits, donc au niveau du rendu côté serveur, et notamment pour réduire l'activité que va faire le browser quand on a déjà eu une génération côté serveur. Là, c'est les deux faces d'une même pièce, parce que au final, les gens qui sont partis chez Quick, c'est aussi des gens qui étaient chez Angular avant. Mais on voit qu'il y a une volonté de travailler là-dessus. Et ça, c'est un vrai problème qui est présent sur beaucoup de frameworks front-end. Dès qu'on fait du rendu côté serveur, en fait, on génère une page côté serveur. Et côté browser, en fait, on rejoue énormément de choses. Et donc, même s'ils sont très performants, ces frameworks, en final, on a un time to interactive qui est un peu lésé par ces opérations. Et sinon, la deuxième chose, parmi la roadmap que j'aimerais bien avoir, c'est la suppression de Zone.js, parce qu'au final, ça rajoute quand même pas mal de choses. On n'en parle pas forcément beaucoup de Zone.js, mais c'est un des outils qui sert à voir en fait les changements qui ont été faits au niveau d'un template et tout ça. Et en fait, ça rajoute de la complexité sur les analyses de performance. Si vous avez déjà regardé un flame graph d'une application Angular, c'est pas forcément facile. Et
Heureusement, il y a une application, une extension pour navigateur qui a été développée et qui facilite la tâche. Mais avant ça, c'était vraiment pas facile. Et donc, ça ferait du bien en fait de supprimer Zone.js. Et on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Mais avant ça, passons à la conclusion. Est-ce que pour toi, Angular aujourd'hui est has-been ? Alors évidemment, c'est une question un peu philosophique, donc on pourrait dire oui et on pourrait dire non. Pour y répondre, déjà, on peut se dire qu'il y a des mises à jour qui sont fréquentes. Et elles sont toujours là. Et notamment des mises à jour qui peuvent être structurantes, comme les versions de TypeScript. Là, on est en 4.7. Donc au final, on n'est pas en retard du tout sur TypeScript. Techniquement, c'est un framework qui n'est pas dépassé, en fait. Il fait de l'architecture orientée composants. Les concurrents font à peu près la même chose. Donc là-dessus, il n'y a pas forcément grand-chose à redire. Mais il est toujours clivant. Et donc, au départ, ce qui était juste de quelque chose de ça m'intéresse pas, bah là, si je prends quelque chose qui m'intéresse pas et qui est un peu plus âgé, et bah, je peux me dire, bah, il est peut-être un peu has-been, quoi. C'est bon, il est dépassé. Alors que, pas forcément. Je pense que c'est vraiment une notion de clivage qu'une notion de temporalité pour l'instant. Et ensuite, quand on regarde les enquêtes de satisfaction, et ben, au final, quand on demande à des développeurs Angular, ils sont plutôt satisfaits du framework. Je pense notamment au développeur survey qui avait été fait l'année dernière. En fait, il y a eu 25 000 réponses. Et sur les 25 000, il y a un taux de satisfaction qui est de 84%. Donc, il est plutôt élevé. Et contrairement au State of JS de 2021, où il y avait 2 fois moins d'avis, et en plus, le taux de satisfaction est de 44%. Donc là, en fait, on voit que quand on demande à tout le monde, bah, le framework ne plaît pas forcément. Et quand on demande aux gens qui travaillent avec Angular tous les jours, et ben en fait, c'est un framework qui leur convient plutôt bien. J'en parlais au tout début, le fait qu'on puisse brancher ou pas un bundler, au final, ça peut être des choses qui peuvent être rédhibitoires pour certains. Et aujourd'hui, si je devais résumer la question à se poser au niveau d'Angular, c'est pas est-ce qu'il est has-been, mais c'est plutôt est-ce que j'ai besoin d'Angular ou d'un autre framework. Et au final, cette question-là, elle existe depuis le début. Et c'est la fin de ce podcast. Merci Denis d'être venu dans What the Code. Merci pour l'invitation. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur Google Podcast et Ocha, mais aussi directement sur le site de younub.fr. Et si vous avez des idées de sujets pour les futurs épisodes, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Salut.